La postmodernité tue-t-elle une culture? Le postmodernisme s'amène-t-il avec un changement extra sur notre culture africaine? C'est ça la question. C'est-à-dire, j'utilise africain comme un tout utilisé dans la philosophie bantou de Placide Tempels, livre republié dans l'édition Présence africaine en 1948, mais le livre était déjà disponible en version hollandaise déjà en 1945. Alors, c'est un tout qui, dans l'époque précoloniale, vivait seul sans la nécessité de la différenciation de l'autre, n'avait pas besoin de l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une communauté de nous. Il ne voyait pas un concept l'autre. Il vivait dans une communauté de nous. Nous faisons, nous construisons, nous mangeons, nous dormons, nous sautons, nous sortons. Vous voyez, il vivait comme cela. Alors, il vivait percer sa culture. La colonisation a justement changé les tons de vie de Sentou. Ipso facto, surtout, il doit vivre avec l'étranger comme son frère, avec qui faire cohabiter les deux différentes valeurs culturelles vers un seul focus. C'est ça maintenant qui amène l'homme dans cette manière de penser. Donc, l'homme est la nature qui accueille surtout vers vers ce que moi j'appelle ici une culture qui, selon lui est utile. Alors, il doit choisir, parce qu'il se voit devant marteau et clou. Alors, il doit choisir. Alors, dans la dialectique de nature et culture, selon Fratalone, qui définit la nature et culture comme tout ce qui est donné et existe déjà dès la naissance, tandis que la culture désigne de manière générique les diverses interventions de l'homme, surtout sur la nature pour la modifier, la dominer et lui donner un nouveau sens global. Ça, c'est la culture. Alors, la culture, normalement, doit du jour au jour évoluer. La culture ne doit pas rester statique. C'est pourquoi la culture qui reçoit l'autre avec ses autres valeurs actualise ses valeurs et fait en sorte que cette culture grandisse. Si l'homme grandit, la culture doit aussi grandir. Si l'homme meurt, la culture ne meurt pas avec lui. La culture reste. Alors, surtout qu'elle peut l'être et aussitôt qu'elle regorge en son sang une écoute inclusive sur ses feedbacks. Surtout ça, oui. Donc, l'homme, quand il se comporte chez l'autre, il reçoit des feedbacks. Si l'autre continue à venir chez lui, c'est-à-dire la culture a une image positive. Si l'autre qui les fréquente aujourd'hui et demain ne revient plus, c'est-à-dire que la culture a donné un feedback répulsif. Vous voyez. Alors, c'est ça une culture libre de toutes sortes d'aliénations, une culture qui n'est pas attachée de quelconque dominations externes. Alors, ce n'est pas aussi plutôt une culture des conservateurs radicaux. Ok? Alors, toute culture a droit d'atteindre une maturité. Ça, c'est bien compris. Et la vraie maturité culturelle est par contre celle qui est responsable et conséquente de sa liberté à ses alternatives. Il s'avérerait de distinguer deux différentes sortes de cultures libres ici, je suis en train de dire. Alors, j'ai souscrit déjà deux sortes de cultures. La culture ouverte, que j'appelle thin culture, et culture fermée, que j'appelle thick culture. Alors, les cultures ouvertes sont celles au courant du temps ont connu surtout des pas évolutifs, consistants. Alors, ce sont des cultures qui accueillent, qui interagissent, qui ne soupçonnent personne et qui sont rapides à accommoder et à assimiler les valeurs des autres cultures. Ce sont des cultures qui ont déjà très bien évolué dans les relations interhumanitaires et dans le trust communautaire. Donc, par exemple, les Chaga, j'ai pu prendre les Chaga, les Bena, les Pare de la Tanzanie. Par exemple, au Kenya, il y a les Kisi. Il y a, par exemple, au Congo, il y a les Kusu, les Songola, et il y a les Nande de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi les Bemba de la Zambie, pour ne citer que cela. Il y a aussi des Chewa. Alors, ce sont des cultures déjà qui s'aliènent déjà, qui se voient aliénées, plutôt qui s'émancipent déjà. Alors, les cultures fermées, par contre, par-dessus tout, traitent avec les leurs seulement et punissent sévèrement ceux-là qui font le mal. Et puis, ces cultures ici, par exemple, fermées, ont tendance à égarer leur pouvoir autoritaire et conservatif à la tyrannie. Ça, il faut savoir.
Et puis ces cultures finissent toujours dans les pires crises, surtout d'ignorance et de la réalité du monde externe. C'est une culture qui se ferme contre toute autre intrusion. Alors, ces cultures thiques ou bien fermées considèrent l'autre comme surtout leurs ennemis, à qui il n'y a guère du respect. Okay. Alors, nous avions vu cela avec les comportements de certains anciens guerriers africains, entre autres Shaka Zulu, vous voyez, et les Soto, avec les Swazi et les Alengoni de Mbuta Maseko, okay, et des Ongendaba. Vous vous souvenez, en Afrique du Sud, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, à l'époque, dans l'expansion KwaZulu-Natal contre les Nguni. Vous voyez. Alors, cette culture thique de l'homme n'est pas libre, parce qu'elle cherche toujours à aliéner l'autre culture, parce qu'elle semble aussi poursuivre l'inconnu dans son égoïsme et de tout s'emparer. Vous voyez. Alors, elle est biaisée des préjugés surtout, et condensée par les besoins égoïstes de quelques citoyens armés. Vous voyez, des égaux désirs jusqu'au don. Alors, la liberté ici n'y est pas. C'est une vie de routine qui se reproduit. Rien d'original, rien de créativité culturelle. Et surtout parce que personne n'accompagne personne ici dans cette culture. Tout devient précaire et vétuste. Personne ne montre l'effort de dire haut et fort la vision postmoderne de la société, de la société des personnes. Alors, dans les cultures ouvertes, par contre, aussi, l'inconvénient qu'il y a, c'est que les jeunes sont devenus, par contre, les aliénés aux caprices postmodernes. Et puis, cette jeunesse est devenue plus éloignée de sa foi religieuse depuis qu'elle soit devenue idolâtre d'Instagram, de TikTok, de Facebook. Et cette époque assujettie d'excès de la liberté, surtout qu'il faut noter cela, et présente une face révolutionnaire contre le gouvernement de la foi et de la raison. Il y a une jeunesse moins raisonnée, une jeunesse moins réflexive, une jeunesse moins assidue au travail de compétences. Alors, les sentimentalismes et l'évolutionnisme passent un bon nombre de chemins ici. Alors, celle-ci, par exemple, postmodernité, devient une époque où les distractions prennent le dessus sur la rationalité humaine et sur la foi de nos ancêtres. Donc, la vraie culture est l'affirmation d'une humanité libre qui peuvent prôner le renouvellement des valeurs, surtout ici identitaires, d'un Africain, doit aujourd'hui venir de la cohésion des cultures fermées et ouvertes. C'est ça la solution que je suis en train de donner, où je prône surtout cette rencontre, ces mariages entre culture fine et culture thick. Alors, c'est dans cette mixité que les cultures africaines auront à ramener surtout le focus de chaque Africain sur le bonheur communautaire. Vous voyez. Alors, pour Nietzsche, par exemple, déjà, voir la survie heureuse est possible dans pareille culture si seulement si l'individu apprend à dire oui, à dire non, à tirer une conclusion de ses expériences et à se fixer un objectif. Autrement dit, faire un retour aux vertus et au questionnement sur le vouloir de sa nature, comme firent les naturalistes présocratiques. Vous voyez. Alors, ajoutons que aussi le même bonheur pour le 21e siècle ne serait pas quelque chose que l'homme trouverait à destination. Par contre, ce bonheur reste une consommation culturelle chemin faisant. Okay. Alors, ceci va favoriser l'individu à vivre sa vie avec l'autre comme participant, non pas comme observateur ou spectateur seulement. Alors, cela signifie être heureux. Donc, Eugène, par exemple, Emmanuel le définit comme les moments heureux. Alors, qui sont comme les fleurs que tu cueilles, dans ton voyage sans fin pour en devenir. C'est-à-dire que, pour conclure dans cette première partie, que la culture, la liberté culturelle concerne toujours les possibilités de soi. Une possibilité comprise dans les limites dans mes relations avec les autres. Okay. Alors, Platon affirma que cela dans surtout Criton, où Socrate ne fut pas incité à faire le jeu de ses ennemis, qui voudraient donc ne pas accepter une invitation qui vous ferait moins homme devant votre conscience et devant l'autre. Donc pour Platon, Socrate a usé de sa liberté culturelle pour refuser la demande de Criton, qui est venu tôt pour obtenir son consentement à un plan d'évasion. Vous voyez, une attitude qui va à l'encontre de sa conscience culturelle.